Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en écoutant le Président Retailleau puis le Président Bas, qui lui-même y faisait référence, je repensais au débat sur la loi Veil en 1975, puis à nouveau en 1979, qui ont été évoqués par le Président Bas, parce que je dois vous confier que lorsque je suis devenue parlementaire, je pense que chacun d'entre vous l'a fait, j'ai repensé au débat auquel j'aurais aimé participer. Et celui sur la loi Veil en est un, évidemment. Je pense que le débat qui nous occupe aujourd'hui est de la même importance. Je pense que, nous le voyons, on ne peut pas ignorer les oppositions qui s'expriment contre la fin du modèle traditionnel de la famille patriarcale, le combat des femmes, le combat des associations LGBT et le droit des femmes à disposer de leur corps. Nous savons que nous parlons ici d'un processus d'évolution sociale long, que le législateur doit aujourd'hui traduire dans notre droit, mais que ce processus, et nous l'avons entendu tout au long de nos débats, vient heurter une conception conservatrice de la famille française. Le droit n'impose ni statu quo ni évolution. Nous ne sommes ni obligés d'autoriser les femmes, seules ou en couple, à avoir accès à la PMA, mais nous sommes bien aujourd'hui devant un choix politique au sens noble du terme, celui du projet collectif. J'entendais tout à l'heure le président Retailleau condamner le libéralisme qui serait traduit par ce texte. Je dois dire que j'eusse aimé une telle fougue pour combattre le libéralisme de votre côté dans bien d'autres sujets que des sujets de société. Car finalement, c'est bien toujours comme cela que cela se passe dans votre camp. Si l'histoire est un processus de changement lent et profond des organisations sociales et des consciences, chacun sait qu'elle est constituée de points de bascule, de changements de configuration sociale. C'est ce que vous appelez, Monsieur Retailleau, Président Retailleau, le choc entre deux modèles, la maximisation des possibles, ce que votre candidat François-Xavier Bellamy appelait une logique nouvelle qui sera notre malédiction. Or, je me permets de vous le rappeler, l'adoption est aujourd'hui possible pour les couples homosexuels. Elle l'est d'ailleurs pour une personne seule depuis 1966. Le recours au tiers donneur pour la procréation ne date pas d'hier, puisque depuis 1973, des dizaines de milliers d'enfants sont nés ainsi, environ 1000 par an. Ce progrès de l'AMP a été encadré par un corpus législatif dont le modèle est toujours calqué sur la procréation naturelle, qui rend le don invisible au profit d'une fiction organisée par la loi. Il faut faire comme si le père était le géniteur, au prix de secrets de famille délibérés. Combien ici, dans cet hémicycle, ont eu recours à ce procédé? Combien ici ont assumé, vis-à-vis de leurs enfants, avoir eu recours à ce procédé? Car jamais nous devons dévoiler la vérité aux enfants. Les enfants sont nés, bien évidemment, d'un papa et d'une maman, et le secret est ainsi construit dans la famille, au détriment de la construction de l'enfant, qui vit ainsi dans la méconnaissance totale de son origine. Alors, vous le savez, en 2013, certains ici, j'imagine, y étaient opposés. La loi sur le mariage pour tous a permis le mariage, mais aussi l'adoption et donc la reconnaissance légale de toutes ces familles. Et désormais, 2 femmes, 2 hommes peuvent se marier et constituer famille. Vous le savez, ces familles n'ont pas attendu, d'ailleurs, la loi sur le mariage pour tous pour exister. Les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles homoparentales existent déjà. Et il nous faut donc faire évoluer notre droit aujourd'hui, de même que les femmes seules ou en couple n'ont pas attendu que leur soit accordée l'AMP pour enfanter. Elles y ont déjà recours, mais dans un cadre non institutionnel et hors du cadre national. Et donc je vous pose la question, pourquoi reconnaître à l'homme la possibilité d'être père alors qu'il n'en a pas la capacité biologique, et non pas à la femme d'avoir recours à la PMA avec tiers donneur? Pourquoi les obliger à aller à l'étranger? Pourquoi leur refuser la prise en charge par la sécurité sociale? Pourquoi supporter cette inégalité de fait entre 2 aspects du genre humain?
Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont plusieurs centaines d'enfants qui naissent chaque année. Et donc, j'entends l'argument qui a été avancé dès le début de nos travaux par Muriel Jourda, celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais comment prétendre qu'il s'agirait ainsi d'enfants programmés pour le malheur, au seul motif de l'absence d'un père, comme si la présence du père était l'assurance du bonheur, comme si ces femmes n'avaient ni frère, ni père, ni parfois de fils? Pourquoi refuser ces projets parentaux qui, eux, ont la certitude de l'amour pour l'enfant? Faites le deuil de la famille idéale, car elle n'existe plus, le papa, la maman, les enfants. C'est déjà autre chose qui se passe. Et je reviendrai à une démonstration brillante qui fut faite par Jean-Luc Mélenchon, que je ne cite jamais. La filiation est un fait social. C'est un fait social entre le rapport et l'enfant. Et je suggère à notre collègue Loïc Hervé de lire d'abord cette intervention avant de s'enthousiasmer pour y être hostile. Alors, je souhaiterais en conclusion dire une seule chose à nos collègues. Je le disais sur la loi Veil, chacun a subi des pressions. Aujourd'hui, nous subissons des pressions. Encore à l'instant, j'ai reçu dans l'hémicycle un courrier d'une association faisant pression sur nous. Alors, je vous le dis à tous, les Français sont prêts. Résistez aux pressions, ce sera votre honneur.